Oui, donc effectivement, c'est un travail avec pas mal de collaborateurs. Il y a Claude qui est dans la salle, Mitch Luskin de Lima qui était donc au départ impliqué sur le premier algorithme, et ensuite il y a des gens qui sont venus se rajouter, donc David Aristoff, Gideon Simpson sur deux autres algorithmes dont je vais parler. Et puis enfin, c'est en collaboration aussi avec donc des personnes qui utilisent ces algorithmes en pratique à Los Alamos, au LANL. Donc il y a, il y a Nani Pérez et Arthur Vauter, qui sont donc deux physiciens. Ok, donc je vais vous parler de métastabilité pour des problèmes de simulation moléculaire. Donc je commence par vous rappeler un petit peu le principe de la simulation moléculaire. Donc on considère des particules qui interagissent au travers d'un potentiel que j'ai appelé grand V. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est des simulations en temps long sur des systèmes où il y a beaucoup de particules, donc grand N va être très grand, de manière à avoir des propriétés macroscopiques à partir d'une description microscopique. Donc le modèle microscopique, c'est grand V, c'est la donnée, et on ne va pas trop détailler ce qu'il y a dans grand V, c'est quelque chose qui nous est donné. Donc on part des équations les plus simples auxquelles on peut penser à partir de grand V, qui sont les équations de Newton, où on dit que la dérivée de la position, c'est la vitesse, et la dérivée du moment, hein, donc de P qui est m fois la vitesse, c'est les forces, et les forces, c'est moins gradient du potentiel. Donc ça, c'est un système hamiltonien qui conserve l'énergie. Donc dans pas mal de contextes, on a envie plutôt de conserver la température, de travailler à énergie moyenne fixée, et donc on rajoute ce qu'on appelle un thermostat. Donc typiquement, les thermostats, c'est des termes stochastiques qui vont rendre le système ergodique par rapport à une moyenne, une mesure qui est la mesure canonique. Tout ça sous des bonnes hypothèses sur le potentiel V, hein, mais sur des hypothèses assez pas trop contraignantes. On a effectivement l'ergodicité par rapport à cette mesure-là, on a un système hypoélitique sous-jacent. Et donc on a l'ergodicité par rapport à la mesure qui s'écrit sous forme produit, hein, une mesure canonique exponentielle moins bêta V de Gibbs en position, et puis une simple gaussienne avec l'énergie cinétique pour ce qui est des moments. Bien. Donc ça, c'est le point de départ au niveau dynamique de ce que je vais considérer dans la suite. Et je vais pas mal parler aussi d'une version beaucoup plus simple, parce qu'il y a beaucoup de résultats mathématiques dont je vais parler que je ne sais absolument pas faire sur le problème de Langevin. Je vais parler d'une réduction de ce problème-là tout en haut, dans le cas où la masse est très petite, où le coefficient de damping gamma est très grand, eh bien, on peut se ramer à l'équation qui est ici simplement en position, qui s'appelle l'équation overdump Langevin, ou parfois zéro masse Langevin. Donc on a simplement, je détaille un petit peu, donc la dérivée de la position, qui est moins le gradient du potentiel fois la position dt, plus racine de 2 bêta-1 fois un brownien. Et donc bêta-1, hein, depuis le début, c'est k fois t, la constante de Boltzmann, fois la température. OK. Donc, j'ai dit qu'on faisait des simulations en temps long pour obtenir des quantités macroscopiques. Soit on veut faire des moyennes par rapport à mu. Ce qui va m'intéresser plus aujourd'hui, c'est qu'on a envie d'avoir des dynamiques. C'est-à-dire qu'on a envie de comprendre comment cette dynamique d de xt se comporte. Et la difficulté, ce qui va faire qu'on va pas... C'est pas simple de simuler ces trajectoires-là, c'est que ces trajectoires sont métastables. Alors, qu'est-ce que j'appelle métastabilité? Qu'est-ce qu'on appelle métastabilité dans ce contexte? C'est le fait que le système va rester coincé pendant des temps très longs dans des zones de l'espace d'état. Donc, j'ai donné deux petits dessins en dimension 2 pour comprendre ce qui se passe. Et il faut comprendre qu'en grande dimension, c'est une combinaison de ces deux problèmes-là qui est à l'origine de la métastabilité. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle des barrières énergétiques. Donc là, on a la ligne de niveau d'un potentiel en dimension 2, avec un trou ici, un trou là. Pour passer de cette zone à cette zone, il faut passer par un poincelle. Et donc, on a en fonction du temps ici un signal temporel de ce type-là pour la première coordonnée de notre processus stochastique qui va vivre dans ce potentiel-là, un signal métastable. On saute de -1 à 1 à certains temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle des barrières énergétiques. Il faut gravir un col pour pouvoir passer d'une vallée à une autre. Il y a aussi des origines plus stériques, des contraintes stériques dans le système qui peuvent créer de la métastabilité. Donc ici, on a un potentiel qui est nul à l'intérieur de cette zone, et puis plus l'infini à l'extérieur. Donc on a essentiellement une diffusion réfléchie, hein, dans ce domaine, et on voit à nouveau des phénomènes de métastabilité, hein, pour la coordonnée x, qui sont dus au fait qu'il faut trouver ce petit passage pour passer de gauche à droite. Donc ça implique des grosses difficultés numériques, parce que
observer des transitions entre des passages de gauche à droite, c'est des événements rares. D'accord ? Et donc, typiquement, numériquement, on doit prendre des pas de temps qui sont assez petits pour avoir une discrétisation stable, de l'ordre des oscillations qu'on voit ici. Et il faut beaucoup de pas de temps pour voir les événements intéressants, à savoir les transitions entre états métastables, qui sont donc des événements rares. Voici un petit exemple sur lequel on a travaillé récemment donc, et qui est un petit peu plus concret. Donc on a ici 7 atomes qui interagissent au travers d'un potentiel bien connu qui est le potentiel de Lennard-Jones, qui est un peu un potentiel qui est utilisé pour mimiquer un peu ce qui se passe dans des cas plus compliqués. Hein. C'est un potentiel qui est répulsif à petite distance, et puis il y a une longueur d'équilibre, et puis à longue distance, le gradient du potentiel est nul. Les atomes ne se voient plus. Et donc il y a un cas test bien connu de métastabilité qui est le cluster Lennard-Jones avec 7 atomes, donc, où il y a plusieurs états comme ça qui sont métastables. Donc il y a un état ici qui est en fait l'état d'énergie minimale, et puis quelques autres états qui sont détaillés ici. Et donc typiquement, quand on fait une simulation de ce système-là, vous voyez ce qui se passe à gauche. Hein, on a ici le système qui reste pendant assez longtemps autour de cette configuration avant de sauter vers d'autres configurations. Donc ici à gauche, on a juste un signal qui est le potentiel, la valeur de l'énergie. Et puis à droite, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque instant, on fait une minimisation suivant le gradient de V. Donc on va vers l'énergie, le minimum local le plus proche. On fait le bassin d'attraction pour la dynamique X point également gradient V. Et donc comme ça, on voit mieux, entre guillemets, les transitions entre états métastables. Et ici, en fait, donc pour cette dynamique-là, on voit bien ces sauts-là qui sont... donc là, on reste pendant très longtemps coincé dans cet état-là, hein, qui sont caractéristiques d'une dynamique métastable. Okay. Et donc ce qu'on aimerait, c'est voilà, simuler en fait cette trace. Il y a un processus stochastique qui a espace d'état discret markovien, enfin pas markovien, un processus stochastique à espace d'état discret sous-jacent qui est dans quel état je suis, d'accord, et dont on voit ici l'évolution en temps. Et on comprend que si on fait les choses naïvement, eh bien, il faut attendre très longtemps pour observer effectivement des transitions sur cette chaîne sous-jacente. Bien. Donc c'est un peu la motivation de tout ça. Il y a aussi des applications en biologie où il y a aussi des phénomènes comme ça, où il y a des très grandes séparations d'échelle de temps. On travaille en ce moment avec des gens de Sanofi et puis des gens qui développent le code NAMD à Urbana-Champaign sur des problèmes, par exemple, de ligand-protéine. Hein. On veut essayer de simuler la séparation d'un ligand d'une protéine. Et là, vous voyez l'échelle de temps à nouveau. Hein. Donc, typiquement, le pas de temps qu'on doit prendre pour discrétiser la dynamique, c'est 10-15. Et les temps qu'on aimerait atteindre pour observer les choses, c'est 0,5 secondes. Ça veut dire que si on fait les choses de manière naïve, on n'y arrive pas. Donc, il faut faire forcément des algorithmes un petit peu malins pour essayer d'observer des choses raisonnables. Et j'insiste sur le fait que ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit correct, statistiquement, dynamiquement. Pas seulement en termes de mesures échantillonnées dans l'espace des phases. Donc, on veut échantillonner les trajectoires. Donc on a un espace de dimension assez grande sous-jacent. OK. Alors donc là, je vais me focaliser sur un type d'algorithme qui a été proposé, enfin un ensemble d'algorithmes qui a été proposé par Arthur Water dans les années 90, qui s'appelle les dynamiques accélérées. Il y en a plein d'autres. Hein. À la fin, j'essaierai de faire un petit panorama des autres méthodes qui existent. Mais là, c'est vraiment un focus là-dessus. Essayer de vous expliquer un peu quelle est l'idée sous-jacente. Alors, qu'est-ce qu'on a vu avec le problème de Lennard-Jones avec cet atome? On a vu que si on simulait cette dynamique-là, hein, avec un potentiel V qui est donc cette interaction de paire entre les atomes, eh bien, on observe finalement des sauts hein, entre états associés à des changements conformationnels de notre cluster. Donc ce qu'on a envie de faire, c'est introduire une application grand S qui, à des configurations de nos atomes, va associer un nombre qui va être l'état dans lequel on est. Donc ici, je me donne un grand S, hein, il est fixé. Je reviendrai un petit peu plus tard sur comment en pratique on peut construire un grand S, mais gardez en tête par exemple cette idée de se dire on prend un point X, on descend la dynamique de gradient, on tombe dans un minimum local, on numérote les minima locaux au fur et à mesure qu'on les découvre, ça nous définit notre application grand S. Hein, donc ça c'est une manière assez simple de définir une application grand S. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien en fait on n'en a pas vraiment, on ne veut pas vraiment les détails de cette dynamique-là. Tout ce qu'on veut c'est S de X de T. Donc ce qu'on voudrait c'est échantillonner très efficacement S de X de T plutôt que X de T. Donc ça veut dire qu'on va perdre de l'information parce qu'on ne va pas savoir ce qui se passe à l'intérieur d'un état, mais ce n'est pas si grave parce que tout ce qui compte, c'est plutôt les transitions. Et donc c'est comment générer très efficacement une trajectoire S de T qui aura
j'ai mis almost parce qu'évidemment, il va y avoir des erreurs associées à ça, qui aura quasiment la même propriété, les mêmes propriétés statistiques au niveau trajectoriel que S de x de t. C'est ça l'idée. Donc c'est ce que Arthur Water appelle générer la dynamique d'état à état. D'accord, un état étant défini comme l'ensemble des lignes de niveau de grand S, si vous voulez. OK. Alors en fait, pour comprendre ce qui se passe, ce qu'on a identifié il y a quelques temps, c'est un outil pour bien comprendre ce qui se passe, c'est la distribution quasi-stationnaire. Donc qu'est-ce qui se passe, hein, on va considérer un état W, donc W, il faut le voir comme une ligne de niveau de S, donc un ensemble de X tel que S de X vaut 0, disons. D'accord. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si on a choisi S correctement, on va dire ça comme ça, typiquement W va être métastable. On va rester coincé pendant très longtemps dans W. Donc du coup, il y a un objet qui est très naturel à introduire, qui est le suivant. C'est la distribution que le processus va avoir conditionnellement au fait qu'il reste dans W pendant très longtemps. D'accord? Donc pour mathématiser un petit peu les choses, j'introduis le temps de sortie de W, d'accord? Je note TW. Et je regarde quoi? Je regarde la loi du processus, conditionnellement au fait que, eh bien, à l'instant petit t, on n'est pas encore sorti. D'accord? Donc on est resté dans W jusqu'à l'instant petit t. Et ensuite, je fais temps petit t vers l'infini. D'accord? Et donc ça, dans notre système, là, dans notre cas, avec une dynamique de gradient sur un domaine borné W, ça converge vers une unique distribution hein, qui s'appelle la distribution quasi-stationnaire, nu, hein, et qui va donc être caractéristique de ma dynamique et puis de W que j'ai choisi. C'est une distribution qui a support dans W et qui va être d'ailleurs nulle sur le bord hein, et qui va bien caractériser ce qui se passe quand l'état est métastable. Donc d'ailleurs, d'un certain point de vue, hein, une définition d'un état métastable, c'est un état qui est tel que le temps de sortie, il est beaucoup plus long que le temps d'atteinte de cette limite. Et ça, on peut un petit peu même le formaliser. Je vais expliquer ça un petit peu après. Alors, il y a trois propriétés associées à cette distribution quasi-stationnaire qui vont donner naissance à trois types d'algorithmes. D'accord ? La première propriété est très naturelle, c'est une propriété de point fixe qui vient même de la définition de la distribution quasi-stationnaire. Je l'ai dit avec des mots, c'est que si on parle de la distribution quasi-stationnaire, d'accord, et qu'on avance avec notre dynamique sur un temps petit t déterministe, mais qu'on décide a priori, d'accord, arbitraire, eh bien, si on n'est pas sorti sur l'intervalle de temps 0t, on est encore distribué suivant la distribution quasi-stationnaire. Ça paraît assez naturel vu comment on l'a défini. C'est écrit ici avec une formulation mathématique, mais c'est exactement ça. Donc la probabilité, conditionnellement au fait d'être pas sorti, nu est un point fixe de la dynamique, si vous voulez. Deuxième propriété, qui là va nous ramener vers les EDP, va nous permettre de faire des calculs sur ce qui se passe sur les temps de sortie, c'est qu'en fait, nu, on peut le voir comme on peut le relier en fait à un grand state, à une première valeur propre pour un opérateur elliptique. Donc qu'est-ce qui se passe hein? On a notre générateur infinitésimal pour notre dynamique, hein, qui est ici. On a son dual, hein, donc c'est l'opérateur qui est parfois appelé l'opérateur de Fokker-Planck. Et qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter des conditions limites nulles au bord de W. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Donc on va considérer ce L star, hein, l'opérateur qui est ici, qui est un opérateur parabolique, avec des conditions nulles au bord. On va considérer son premier vecteur propre, sa première valeur propre, lambda 1, U1. On va mettre un petit moins parce que c'est un opérateur négatif, on veut que lambda 1 soit positif, d'accord hein. Donc c'est la première valeur propre en valeur absolue. Et il se trouve que U1, c'est juste la densité de la mesure quasi-stationnaire. D'accord. Donc en fait, on a une caractérisation intéressante et pratique de cet objet-là. Ça, c'est une deuxième propriété. Et à partir de ces propriétés 2, on peut en déduire une troisième propriété qui est ici plus probabiliste, mais qui va nous expliquer pourquoi on a, dans certains cas, une dynamique markovienne sous-jacente, qui est que si jamais on part sous la distribution quasi-stationnaire et qu'on regarde l'événement de sortie, c'est deux choses. Combien de temps je vais mettre pour sortir, où je vais sortir. Donc il y a deux variables aléatoires qu'il faut considérer, c'est TW hein, et c'est XTW. Donc ça, c'est le temps de sortie, ça, c'est le point de sortie. Okay. Eh bien, la loi de ce couple-là est complètement caractérisée et assez simple. D'abord, c'est deux variables aléatoires qui sont indépendantes. Donc en fait, on peut considérer l'une indépendamment de l'autre. Et la loi de TW, c'est quoi? Eh bien, c'est juste une loi exponentielle de paramètre lambda 1. Là aussi, ça ne doit pas vous surprendre, étant donné la définition même de la distribution quasi-stationnaire. Hein. Donc, c'est une loi sans mémoire. Hein. Donc, la seule loi sans mémoire, c'est la loi expo. Et le deuxième point, c'est qu'on a même une formule qui donne
la distribution des points de sortie. La distribution des points de sortie, c'est la dérivée normale de la première valeur propre dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est la dérivée normale de la distribution quasi-stationnaire. Alors, évidemment, la dérivée normale, elle est négative, donc c'est moins la dérivée normale, hein, puisque par des propriétés classiques d'opérateur elliptique, le ground state, il est positif, il a un signe. Il a un signe, donc on peut le supposer strictement positif, disons, et sa dérivée normale est donc négative. On fait moins dn de U1, on normalise, et ça, ce n'est rien d'autre que la distribution des points de sortie. D'accord? Donc pour comprendre ce qui se passe, en fait, il faut qu'on comprenne lambda 1 et dn de U1. Enfin, moins dn de U1. OK? Alors, ces deux propriétés sont quand même assez intéressantes parce que ça permet de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir relier une dynamique originale à espace d'état continu à une dynamique à espace d'état discret qui correspond au saut de sortie. Parce qu'effectivement, là, l'événement « je sors de mon état » devient markovien. Hein. Le fait qu'il soit un temps de sortie indépendant du point de sortie et que le fait que le temps de sortie soit exponentiel, c'est les deux outils, enfin les deux hypothèses dont on a besoin pour faire un saut markovien en dehors de W. Si on veut définir, si vous voulez, une chaîne markovienne associée à notre partition depuis le début qu'on a de notre état, ce serait naturel d'utiliser pour définir les taux de sortie et disons, la matrice de transition ces deux distributions-là. OK. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça pour aller plus vite? Et donc, essentiellement, comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça pour sortir plus vite des puits dans lesquels on reste coincé, des états dans lesquels on reste coincé, qu'ils soient énergétiques ou anthropiques. Alors, donc, deux choses pour l'instant que je vais supposer comme étant données, hein, c'est la partition de notre domaine, et c'est le fait qu'on ait pu associer à chacun de nos états un temps de convergence, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a atteint l'état quasi-stationnaire à partir d'un certain temps. D'accord ? Comment déterminer ça en pratique, j'y reviendrai après, mais pour l'instant, supposons qu'on a ça, on est à l'état quasi-stationnaire dans notre domaine, on veut sortir plus vite. Comment on fait? D'accord? Hein, comment on va pouvoir faire ça? Donc tous les algorithmes que je vais présenter, ils sont utilisés pour l'engin. Les maths que je vais présenter, pour l'instant, il reste pas mal de choses à faire pour l'angevin. C'est plutôt pour overdump l'angevin qu'on a compris des choses. La première idée est assez simple. C'est l'utilisation d'ordinateurs en parallèle. C'est de se dire, pour simuler l'événement de sortie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en simuler plein en parallèle, d'accord, et qu'à partir de tous les événements qu'on va observer, on va en déduire l'événement de sortie si jamais il y avait une seule réplique. Comment on fait ça? L'idée est la suivante. On prend n conditions initiales dans notre domaine, ça c'est donc une ligne de niveau de S, hein, ça c'est l'ensemble des x, S de x égale 0, disons, hein, c'est W. On prend n points, donc ici 7 points qui sont rouges et bleus là, qui sont distribués suivant la distribution quasi-stationnaire. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Donc la particule bleue, c'est celle qui est restée coincée pendant très longtemps ici, donc elle est arrivée là. On en prend d'autres, on en prend 6 autres, d'accord? Et donc on distribue ces 7 calculs de manière indépendante sur des CPU, sur des ordinateurs indépendants, et puis on simule maintenant la dynamique en partant de cette distribution quasi-stationnaire, indépendamment d'un ordinateur à l'autre, et on regarde le premier événement de sortie, donc c'est celui-ci par exemple qui sort en premier, d'accord? Et ensuite, donc évidemment, celui-ci est sorti un peu trop vite, donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut corriger ce temps de sortie. Et la bonne correction, c'est de multiplier par le nombre de répliques. Donc on multiplie ce temps de sortie par n, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on considère que le point par où cette particule est sortie est bon statistiquement. C'est-à-dire que si jamais j'avais continué à faire la dynamique bleue, eh bien j'aurais observé une distribution pour les points de sortie qui est la même que celle que j'obtiens en considérant l'événement « je regarde le premier qui sort ». D'accord? Alors pourquoi c'est vrai? Ça, c'est des conséquences directes de ce que je viens de dire pour la distribution quasi-stationnaire. C'est assez direct de vérifier, par exemple, que n fois le minimum de n lois exponentielles, eh bien, c'est statistiquement égal en loi à la loi d'une seule. D'accord? Donc ça, c'est un petit calcul très simple. Et puis d'autre part, n'oubliez pas l'hypothèse d'indépendance, c'est-à-dire que comme le temps de sortie et le point de sortie sont indépendants, considérer le point de sortie pour le premier qui sort ou pour n'importe quel autre, d'ailleurs, ce n'est pas relevant. D'accord? Ça donne toujours la même loi, statistiquement. Et c'est la loi de sortie de ce qu'on aurait obtenu en regardant, par exemple, la première particule. D'accord. Donc là, il y a une... voilà. Donc la distribution quasi-stationnaire permet de faire ce truc-là magiquement. Il y a une petite remarque, c'est que dans le cas où on a une dynamique qui n'est pas continue en temps, mais discrète en temps, ce qui est toujours le cas en pratique, hein, parce qu'on discrétise les choses, donc on a une chaîne de Markov, en fait, on n'a pas un processus continu en temps,
la loi exponentielle devient géométrique, donc cette petite astuce n fois le min, il faut la remplacer par une autre, mais il y a une autre astuce qui permet de réussir à faire quelque chose comme ça sur des lois géométriques. Donc, donc tout ça se généralise bien à quelque chose qui est discret. OK. Alors en fait, donc là j'ai juste décrit en fait, la dernière partie de l'algorithme. C'est une fois que je suis resté dans le puits très longtemps, comment je simule l'événement de sortie de manière plus rapide. D'accord ? Essentiellement, ce qui s'est passé, c'est qu'en wall clock, j'ai divisé mon temps de sortie par n, n étant le nombre de répliques. En pratique, typiquement, n égale 1000. Le vrai algorithme, il faut d'abord que j'ai vérifié que je suis bien resté coincé pendant très longtemps dans un puits. D'accord ? Et donc je suis distribué suivant la distribution quasi-stationnaire. Donc en fait, le vrai algorithme, il itère 3 étapes. Une première étape qu'on appelle l'étape de décorrélation, où en fait, on simule la dynamique habituelle, d'accord, sans autre astuce. Et puis, on regarde si elle reste effectivement piégée dans un état suffisamment longtemps. Donc là, il y a un temps qu'il faut introduire qui s'appelle le temps de corrélation, tau-corr. Si elle est restée pendant un temps tau-corr à l'intérieur d'un état, on fait quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on veut distribuer plein de conditions initiales suivant la distribution quasi-stationnaire. Donc là, comment est-ce que ça s'est fait en pratique ? Eh bien, on part de ce point bleu, et puis on simule une dynamique pendant assez longtemps, et si jamais elle n'est pas sortie, on garde le point final. D'accord ? Si elle sort trop tôt, on l'oublie. D'accord ? Et donc là, on a plein de conditions initiales. Et puis ensuite, la dernière étape, qui est l'étape parallèle, c'est ce que je vous ai déjà décrit, c'est-à-dire qu'on regarde le premier qui sort. Une fois qu'il est sorti, on repart de ce point-là pour refaire une nouvelle étape de décorrélation qui sera peut-être ici pas vérifiée, c'est-à-dire que là, on est sorti trop tôt de ce domaine-là, et puis là, qui sera peut-être vérifiée. Donc ici, on est effectivement atteint la distribution quasi-stationnaire et on recommence. Okay ? Donc c'est sussection de 3 étapes, c'est est-ce qu'on est resté longtemps ou pas coincé dans un domaine, une étape de décorrélation. Une étape de déphasage qui est vraiment une étape de préparation qui est un overhead, là on ne gagne pas de temps, qui est une étape de préparer plein de conditions initiales suivant la QSD, d'accord ? Ça peut se faire en parallèle bien sûr, mais c'est quand même une étape où a priori on perd du temps. Mais là où on en gagne, où on divise le temps de sortie par n, c'est l'étape parallèle où on regarde le premier événement de sortie parmi n événements de sortie. Alors maintenant, donc, comment est-ce qu'on peut comprendre un petit peu cet algorithme-là d'un point de vue erreur, qu'est-ce qu'on peut proposer comme amélioration ? Donc il y a une première erreur qui est liée au fait que, eh bien, en principe, il faudrait attendre un temps infini pour atteindre la distribution quasi-stationnaire dans l'état. Évidemment, en pratique, on ne le fait pas. Donc il faut comprendre la vitesse de convergence vers la distribution quasi-stationnaire. Alors ça, en fait, ça se comprend bien en regardant le problème de Fokker-Planck sous-jacent avec conditions limites nulles au bord. J'ai introduit la première valeur propre associée à cet opérateur de Fokker-Planck. Il faut en fait introduire là la deuxième, d'accord ? Et c'est l'écart entre les deux, lambda 2 moins lambda 1, qui va donner la fréquence. Donc 1 sur lambda 2 moins lambda 1 va donner le temps caractéristique de sortie, d'atteinte de la distribution quasi-stationnaire. Donc en fait, dès qu'on a un tau-corr qui est de l'ordre de 1 sur lambda 2 moins lambda 1, eh bien on ne sera pas trop loin de la distribution quasi-stationnaire. D'accord ? Donc ça c'est quelque chose qu'on peut formaliser ici. Je l'ai formalisé sous la forme suivante. Je regarde la loi du couple, temps de sortie, point de sortie, en partant de la distribution quasi-stationnaire. Je regarde la loi du couple, point de sortie, temps de sortie, pour le processus, conditionnellement au fait qu'il est resté jusqu'à un instant t dans W. Je fais une norme en variation totale en prenant un sub sur toutes les fonctions L infini plus petit que 1. Et j'ai ici une erreur qui est en exponentielle moins lambda 2 moins lambda 1 fois t. D'accord ? Donc, effectivement, c'est exponentiellement décroissant. Et le temps caractéristique qu'il faut prendre, c'est ça. D'accord ? Donc, ça peut donner une petite idée de ce qui se passe. Et en particulier, si on veut, quantifier la métastabilité, je parlais tout à l'heure de comparaison de temps de sortie avec des temps d'atteinte de l'équilibre local. On voit qu'il faut comparer un temps de sortie qui est typiquement 1 sur lambda 1 à un temps d'équilibration qui est 1 sur lambda 2 moins lambda 1. Donc, c'est typiquement un spectral gap local qu'il y a derrière la caractérisation de la métastabilité dans un état. C'est pour... Alors pour Langevin, donc on aurait exactement la même chose, à condition que Langevin, quand on le restreint à un domaine, ait aussi un spectre discret, au moins pour le bas du spectre. D'accord ? Alors ça, c'est pas facile, parce que d'abord, c'est non symétrique, donc ça veut dire que c'est moins gentil que... Et puis il y a une deuxième raison, c'est que c'est pas borné.
Voilà. Donc c'est non borné. Donc en X c'est borné, mais en V c'est jamais borné parce que voilà. Donc il y a premier travail de Francis Nier qui est paru sur Archive récemment, où il donne des hypothèses sous lesquelles ces propriétés sont vérifiées. En faire, comment dire, quelque chose de pratique, c'est pas encore complètement, voilà, complètement clair. Alors l'intérêt de cet algorithme, c'est que j'ai jamais parlé de barrière énergétique, hein, donc je ne sais pas si vous pensez aux grandes déviations, tout ça, il faut des barrières, des différences d'énergie. Non, non, là, dès qu'on a un état métastable, qu'il soit énergétique, anthropique, etc., cette procédure-là marche, hein, donc dès qu'il y a une différence de valeur propre, on peut définir tous ces objets-là et utiliser cet algorithme-là, donc ça c'est quand même très intéressant. Le fait qu'on se donne la possibilité de ne pas utiliser l'étape parallèle si jamais on n'a pas éteint l'équilibre, donne aussi de la confiance en l'algorithme, parce que si on est capable de définir un bon tau-corps, eh bien, on ne fera pas d'erreur trop importante. Évidemment, le problème, c'est comment choisir tau-corps. Donc là, récemment, on a proposé une méthode pour le décider. Donc, originellement, hein, les gens ont des intuitions là-dessus, liées au développement harmonique ou ce genre de choses, au moins pour des systèmes de type en sciences des matériaux. Si on n'a pas d'intuition, on s'est dit comment on ferait. Alors, qu'est-ce qu'on a proposé? C'est la chose suivante. On considère le système de Fleming-Vio. Alors, le système de Fleming-Vio, c'est la chose suivante. On prend n particules dans un état, et puis dès qu'il y en a un qui sort, on en duplique un autre au hasard. Et donc ça fait un système de particules en interaction, hein, n particules en interaction, dont on peut montrer que par un système de propagation du chaos, ça converge vers la loi de xt conditionnellement à rester dans le domaine jusqu'à un instant petit t. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est tester la stationnarité de ce système. Pour calculer le tau-corps, il faut tester la stationnarité de ce système. Et là, on utilise des tests statistiques de Gell-Mann-Rubin. Alors tout ça, ça reste, comment dire, très pratique. Et derrière, on peut faire beaucoup de critiques là-dessus. Essentiellement deux critiques. La première, c'est qu'on utilise un système de particules en interaction Fleming-Vio, et donc les particules ont des corrélations, évidemment. Dès qu'il y en a une qui sort, on duplique, donc il y aura des corrélations. Et les tests statistiques dont je parle sont construits pour des systèmes indépendants. Donc, bon. Deuxièmement, même pour des systèmes indépendants, tout test statistique peut donner lieu à des phénomènes. On peut estimer qu'on est à l'équilibre alors qu'on n'y est pas. Donc, ça, modulo ces difficultés-là qui sont difficiles à surpasser, je dirais, on a une idée de comment faire, et on a appliqué cette technique-là sur le cluster de Lennard-Jones que j'ai présenté tout à l'heure, et on observe bien que dans la limite où on rend le test statistique de plus en plus contraignant, eh bien on converge vers le bon événement, la bonne description des événements de sortie. Donc c'est relativement satisfaisant de ce point de vue-là, mais bon, ça reste une méthode numérique qui n'est pas complètement fondée mathématiquement. Ça, c'est une première idée. Il y a une deuxième idée pour sortir plus vite d'un puits, et là, je vais aller, vous allez voir tout doucement, vers plutôt des puits énergétiques, c'est-à-dire pour des puits anthropiques, je ne saurais même pas démontrer que cette méthode-là est consistante. On va supposer donc qu'on a un puits énergétique. Donc j'ai fait ici un petit dessin où on voit, disons, la coupe de ce truc 2D là. On a donc un point sel, un puits, un autre point sel. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans le centre, dans la zone où le puits est le plus profond, on va monter un peu, mettre un peu de sable pour pouvoir sortir plus rapidement. Donc ça, c'est l'idée de l'algorithme qui s'appelle hyperdynamique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait simuler le processus sur un potentiel biaisé. Et à nouveau, la question est, alors évidemment, on va sortir plus vite, à nouveau, la question est, quel rapport il y a entre les propriétés statistiques qu'on observe pour les événements de sortie sur ce potentiel biaisé et sur le potentiel initial. Donc, alors évidemment, quand on regarde des propriétés thermodynamiques, on sait bien, il y a important sampling, il y a des méthodes pour revenir à l'équilibre, mais là, on veut vraiment des propriétés dynamiques. Donc, ce n'est pas standard, c'est pas évident. A priori, on a vraiment modifié la dynamique en changeant ce qui se passe à l'intérieur. Donc je formalise un petit peu les choses. Donc on augmente le potentiel dans le puits, on équilibre sur ce potentiel biaisé, j'ai appelé delta V le biais, donc là la partie rouge c'est le support de delta V, on équilibre notre dynamique sur le potentiel biaisé, on atteint la QSD dans notre langage, et ensuite qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on regarde l'événement de sortie à partir de cette nouvelle QSD. Donc cet événement de sortie, il va arriver avec un certain temps que j'ai noté T delta VW, et donc évidemment il va encore être trop court.
ça c'est clair. Et alors en fait, il suffit de, enfin ça c'est ce qui est écrit dans les papiers originaux, il suffit de multiplier ce potentiel, ce temps de sortie par ce qu'il appelle un boost factor. Donc le facteur de boost, il est défini ici, hein, c'est une moyenne en fait de exponentielle bêta le biais, d'accord, pour avoir le bon temps de sortie. D'accord. Alors, ce qu'on voulait, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ce truc-là, ce qu'on veut, c'est essayer de comprendre pourquoi ce truc-là est correct. Oui, et par ailleurs, hein, le point de sortie est correct, statistiquement. Ça, c'est en tout cas ce qui est écrit dans les papiers originaux. Alors, pourquoi est-ce que ça pourrait être vrai? Alors, je rappelle, hein, je rappelle ce que j'avais dit tout à l'heure, hein, sur la proposition 3. Donc, si on a l'événement de sortie qui est caractérisé par la valeur propre, et puis là, je vais maintenant avoir besoin vraiment de la définition de la distribution des points de sortie. Hein. Donc c'est moins dn de U1, donc la dérivée normale du premier vecteur propre de mon opérateur de Fokker-Planck. D'accord. Donc qu'est-ce que je veux faire? Je veux comprendre comment ce couple lambda 1 et moins dn de U1 est modifié quand je change V en V plus delta V. C'est ça la question. Mathématique sous-jacente. Alors, quelle est la stratégie qu'on a adoptée? Donc là, c'est un travail que j'ai fait en collaboration avec Francis Nier, qui connaît très très bien l'analyse semi-classique, où on va passer dans le régime petite température. D'accord. Et un des intérêts de l'analyse semi-classique, c'est qu'on va avoir des estimés d'erreur, c'est-à-dire qu'on va savoir à quel point on a modifié les lambda 1 et les valeurs propres. Donc l'analyse semi-classique, hein, c'est opérateur de Schrödinger, on a un petit paramètre devant le Laplacien, hein, moins h bar Laplacien plus un potentiel V. Alors je vais l'appeler W, enfin non peut-être pas W, V tilde, d'accord. Alors quel est le rapport avec notre équation là? En fait, si vous faites simplement une conjugaison avec exponentielle V sur 2, hein, c'est bien connu qu'on peut ramener l'opérateur de Fokker-Planck à un opérateur de Schrödinger avec un V tilde qui est défini de manière complètement analytique en fonction de V. D'accord. Donc ça, ce n'est rien d'autre qu'un opérateur de Schrödinger. D'accord. Premièrement. Deuxièmement, c'est quoi le petit paramètre? Le petit paramètre, ça va être β-1 qui est devant le Laplacien. D'accord. Ça veut dire que c'est la température. Donc ce qui remplace le h bar de Schrödinger, c'est la température. On va regarder la limite petite température sur l'opérateur de Schrödinger sous-jacent après conjugaison par exponentielle V sur 2. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que Francis Nier était la bonne personne pour regarder ça? C'est qu'on regarde en fait l'opérateur de Schrödinger avec des conditions aux limites nulles au bord. Hein, donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur l'opérateur de Schrödinger dans R3 ou dans R3n, parce que c'est le cadre naturel pour des calculs de structure électronique. Ici, on est sur un domaine borné avec conditions limites Dirichlet nulles au bord. Et donc, on est dans un cadre un peu différent. Et il se trouve que les gens ont regardé ce problème-là assez récemment. Donc, Bernard Helfer, Jostrand, Francis Nier, Dorian Lepeutrec. Donc, voilà. Donc, il y a toute une école en analyse semi-classique qui ont regardé ce qui se passe quand on ajoute des conditions limites de Dirichlet nulles au bord. Pour avoir une idée un petit peu de ce qui se passe, c'est assez très schématiquement, ça consiste à dire qu'on va prendre le système dans tout le domaine et on va mettre le potentiel qui vaut moins l'infini à l'extérieur du domaine. D'accord. Donc en particulier, on peut rajouter des points critiques au bord parce que en rajoutant moins l'infini à l'extérieur, eh bien, un minimum local sur le bord devient un point critique d'indice 1. Je parle de point critique parce que ça joue un rôle fondamental dans l'analyse de ce qui se passe lorsque la température tend vers 0. Alors, je vais vous présenter le résultat qu'on a démontré. Hein. Donc, il y a des hypothèses sur le potentiel V, et il y a des hypothèses sur le potentiel V plus delta V, et à partir de ça, on va comparer lambda 1 et dn de U1. Hein. Alors, les hypothèses sur V, c'est des hypothèses qui permettent de comprendre ce qui se passe dans le régime petite température pour notre opérateur de Schrödinger sous-jacent, qui s'appelle un opérateur de Witten. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hein? On va supposer qu'on a notre domaine W, hein, qui est le puits auquel on s'intéresse. Hein. Donc, je vais le dessiner ici. Et ce qu'on va supposer, c'est qu'à l'intérieur de W, on peut définir un W-, qui est un intérieur. Hein. Donc ici, il y a un W-. D'accord. Et la première hypothèse qu'on a, c'est que tous les points critiques de V sont dans W-. Donc il n'y a pas de points critiques qui s'accumuleraient au bord. Ce serait pas très bon, assez catastrophique pour ce qu'on va faire. Donc tous les points critiques sont à l'intérieur. Et puis prenons le cas où d'ailleurs il n'y en a qu'un seul, c'est minimum global. D'accord. Donc ça, je l'appelle X0. Tiens. OK. La deuxième hypothèse qu'on a, c'est que la dérivée normale sur le bord de ω- est
positive, hein, donc on est déjà ici dans une zone où le gradient de potentiel augmente. Okay. Il y a une hypothèse également sur le minimum de V sur le bord, donc mettons que ce soit ici, hein, je l'appelle X1, qui doit être toujours plus grand que le minimum de V sur d oméga moins. Bon. Et ensuite, il y a une hypothèse ici. Alors, dans le cas où que j'ai présenté ici, CV max, hein, c'est le maximum des valeurs critiques, d'accord? Donc ici, c'est le minimum de V, d'accord? Et donc ici, ce qu'on est en train de dire, hein, c'est que le minimum de V sur d oméga moins, le minimum de V sur tout l'espace, donc la différence entre ce qui se passe ici et là, donc la différence de potentiel entre ce point-là et ce point-là, ça c'est le minimum de V sur d oméga moins, eh bien, elle est strictement plus grande que la différence entre... qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, elle est strictement positive. Voilà, parce que le CV max, c'est égal à min de V sur oméga moins. Donc elle est strictement positive. Donc ici, il y a une différence d'énergie strictement positive entre ces deux points. Okay. Alors ensuite, il y a une hypothèse qui est pratique pour pouvoir séparer les différentes échelles de temps dans les événements de sortie, qui est une hypothèse de non-dégénérescence entre la valeur de V au point critique d'indice 1 et la valeur de V au point critique d'indice 0. Donc on veut que tout ça on ne veut pas qu'il y ait deux qui soient égales. D'accord ? C'est moins crucial que ce que j'ai mis au-dessus. Et puis, alors sur delta V, qu'est-ce qu'on suppose? On suppose que V plus delta V satisfait exactement les mêmes hypothèses, et en plus que delta V est nul sur cette zone-là. D'accord? Donc ici, delta V vaut 0. Donc on a modifié le potentiel que sur W-. Okay. Alors sous ces hypothèses-là, on peut montrer la chose suivante. On peut montrer que le rapport en fait, des valeurs propres en V plus delta V et en V, d'accord, eh bien, c'est le rapport des fonctions de partition associées aux deux potentiels V et V plus delta V. Ça, c'est un premier résultat. À des termes exponentiels près. D'accord. On peut montrer que la dérivée normale normalisée, c'est la même, à nouveau, à des termes exponentiellement petits. D'accord. Exponentiellement petits dans la limite température tend vers 0, bêta tend vers plus l'infini. Okay. Alors en particulier, on comprend le facteur de boost qui a été introduit, parce que le facteur de boost, c'est juste une approximation de ce rapport de fonction de partition. Alors l'idée, le principe de la preuve, c'est, par exemple dans ce cas-là, hein, c'est de se dire la chose suivante, hein, la distribution quasi-stationnaire. Alors bon, d'abord, il faut se ramener par conjugaison, par exponentielle moins V sur 2, à un opérateur de type Witten. Et donc, l'opérateur de Witten, il est défini en fonction de la différentielle de Witten que j'écris ici. Donc H, hein, ça joue le rôle de bêta, F, c'est relié au potentiel V. Et le Laplacien de Witten, c'est juste de prendre d star plus d star b. D'accord. Donc ça, c'est... on va regarder cet opérateur-là, hein, qui s'appelle le Laplacien de Witten, dans la limite h tend vers 0. Et donc, la première valeur propre de cet opérateur-là, quand on mettrait des conditions limites de Neumann, par exemple, au bord, elle est triviale, c'est exponentielle moins f sur h. Je suis en train de dire qu'exponentielle moins bêta v, c'est la mesure canonique. Le problème, c'est que la condition au bord est nulle. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Il faut prendre exponentielle moins f sur h, le tronquer, d'accord, avec une fonction qui typiquement, donc qui vaut 0 ici, puis qui vaut 1 à l'intérieur. Hein, donc, qui 0, il faut l'avoir comme une fonction qui fait comme ça. Hein. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter cet opérateur, cette fonction-là, pardon, sur les valeurs propres petites pour l'opérateur Laplacien f sur h dans la limite h tend vers 0. D'accord. Donc, il y a deux opérations, une opération de troncature et une opération de projection. D'accord. Tout le jeu est de montrer qu'en faisant ces deux opérations, on introduit des erreurs qui sont très petites. D'accord. Donc, par troncature, c'est en montrant qu'en fait, ici c'est explicite, hein, puisque l'exponentielle moins f sur h, on sait bien qu'il va être très petit ici par rapport à là. Ça, c'est toutes les hypothèses qu'on a faites sur le fait que le f il est plus grand là que là. D'accord. Et puis, pour pi0, c'est des estimés qui sont liés à des projecteurs spectraux. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un quasi... Enfin, le Ki0, l'exponentielle moins f sur h, c'est un quasi-mode pour le problème original. Et là, on s'est ramené en le projetant à un mode pour le Laplacien sur les zéroformes. Et le deuxième ingrédient dont on a besoin pour comprendre ce qui se passe, hein, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut regarder la dérivée normale de cet objet-là. Donc on veut prendre en fait la différentielle de cet objet-là et l'appliquer à n. D'accord. Alors quand on prend la différentielle d'un vecteur propre pour les zéroformes, eh bien on obtient soit 0, d'accord, soit quelque chose qui est dans l'espace spectral
Donc, pour le Laplacien de Witten sur les une-formes associé aux petites valeurs propres. Donc, en fait, ce qu'il faut pour comprendre ce qui se passe, c'est qu'il faut regarder non seulement le Laplacien sur les zéro-formes, mais aussi le Laplacien sur les une-formes, d'accord, et construire des quasimodes pour le Laplacien sur les une-formes pour pouvoir décomposer cet objet-là, d'accord. Et là, c'est là où on utilise toute une machinerie qui a été développée initialement par Witten et puis ensuite par les gens dont je parlais tout à l'heure. Ce que les gens ont compris, c'est qu'en fait, quand on regarde le Laplacien de Witten sur les P-formes, eh bien, on obtient autant de valeurs propres petites qu'il y a de points d'indice critique P, d'ordre P. Donc, en particulier, pour les une formes, il faut regarder les points critiques d'indice 1. Alors, les points critiques d'indice 1, sur mon dessin, c'est quoi, hein? Eh bien, je vous rappelle que le potentiel, il vaut moins l'infini à l'extérieur. D'accord. Donc, en fait, c'est les minima locaux de V sur le bord. D'accord. Donc, il y a quelques minima locaux sur le bord. D'accord. Et comme on a mis moins l'infini à l'extérieur, c'est devenu des points critiques d'indice 1. D'accord. Donc, je les note x0, x1, x2, x3. Et donc, en fait, les quasimodes pour le Laplacien de Witten sur les une-formes vont se localiser autour de ces points-là. D'accord. Ils vont se localiser autour de ces points-là. Donc, en particulier, ils vont être nuls à l'intérieur W-. D'accord. Donc, ce qu'on peut faire, finalement, c'est réécrire dfh de ça comme une combinaison linéaire, d'accord, des quasimodes qu'on a construits sur les une-formes qui sont localisés sur le bord et qui, donc, par conséquent, ne dépendent pas de ce qui se passe dans le W-. C'est pour ça que quand on modifie le potentiel à l'intérieur, on ne modifie pas la dérivée normale au bord. D'accord. Donc, ça, c'est ce type d'argument qui permet de comprendre ce qui se passe. Et d'avoir, donc j'insiste sur le fait qu'avec ce type de technique, on arrive à avoir des estimés d'erreur qui sont exponentiellement petits dans la limite de température de temps vers 0. Ok, donc ça c'est un deuxième algorithme. Et puis il y a un troisième algorithme alors, sur lequel on a fait moins de choses, parce que pour l'instant c'est encore un travail en cours, qui consiste à dire, eh bien, j'ai refait un dessin qui ressemble beaucoup à celui que j'ai fait au tableau là. Hein. Donc on a notre puits là, d'accord. On a x0 qui est minimum global. On a des minima locaux de la de f, enfin, du potentiel V au bord, x1, x2, x3, x4, hein, d'accord. Et puis on regarde la sortie de W. Donc en fait, on regarde si ça va sortir par la partie du bord qui va vers l'état d'à côté qu'on appelle 1 ici, 2, 3 ou 4, d'accord. Et donc à chaque état voisin, on associe la partie du bord qui lui est associée, et puis le point sel d'énergie minimale associé au passage vers 2W1 ici. Alors la troisième idée de ces algorithmes, c'est de dire on va augmenter la température pour comprendre ce qui se passe et pour sortir plus vite du puits. Donc, alors évidemment, quand on augmente la température, là, on modifie vraiment les choses en profondeur, d'accord. C'est-à-dire qu'on peut même, à température grande, observer un événement de sortie par une zone qui n'est pas du tout de probabilité forte à petite température, d'accord. Hein, là, c'est lié justement à des combinaisons énergétiques et anthropiques. Et puis aussi, enfin, même l'énergie aussi joue de ce point de vue-là. Hein. Quand on change la température, on change les probabilités relatives de sortie par les différentes zones, les différentes parties du bord. Hein. Donc, quelle est l'idée? L'idée, ce n'est pas d'observer seulement un événement de sortie à grande température, c'est d'en observer plein. D'accord. Donc, essentiellement, on va partir de la QSD, la distribution quasi-stationnaire dans notre domaine, observer un événement de sortie à haute température, et puis recommencer. Donc on peut voir ça finalement comme une méthode de recherche de points sel. On est en train d'observer plein d'événements de sortie pour observer, on espère, tous les événements de sortie possibles. Mais là, il y a un truc, le point malin, c'est que par rapport à des méthodes de recherche de points sel, hein, qui existent aussi d'ailleurs, hein, c'est qu'en fait, on peut associer, via un modèle que j'ai expliqué, hein, un critère d'arrêt. C'est-à-dire qu'on peut se dire, à un moment, on peut arrêter de simuler notre système à grande température. On a vu suffisamment d'événements de sortie pour que ce qu'on extrapole à la petite température soit correct. Okay. Donc c'est là où il y a une idée intéressante dans cet algorithme. Donc l'idée, hein, c'est donc, je répète, hein, d'observer des événements de sortie à haute température et de les extrapoler à petite température. Alors, comment ça marche? Alors pour ça, il faut comprendre l'événement de sortie en termes vraiment d'un événement markovien. Donc je réécris les choses sous la forme de ce qu'on appelle un modèle de type Monte-Carlo cinétique. Donc j'introduis, bon, d'une part, lambda 1, qui est le 1 sur l'espérance du temps de sortie, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc qui est la première valeur propre.
Et puis je regarde les probabilités de sortie par les différentes zones du bord. Donc PI, c'est la probabilité que le point de sortie appartienne à DWI, où DWI, ça fait une partition de mon bord, associée aux différents états voisins vers lesquels je peux aller. Et donc j'ai une formule. J'ai une formule grâce à la proposition que j'ai présentée tout à l'heure. Alors en fait, une manière de réécrire l'événement de sortie, c'est la chose suivante, c'est de définir un taux K de I qui est le produit de lambda 1 fois P de I, de considérer grand I, si on a, disons, grand I voisin, de considérer grand I loi exponentielle de paramètres KI, d'accord, et de considérer deux choses, le minimum et l'arg minimum. Un petit calcul rapide va vous montrer que le minimum, c'est une loi exponentielle de paramètres lambda 1. Autrement dit, c'est vraiment le temps de sortie qu'on avait au départ. Et l'arg minimum, ça va être la probabilité que l'arg minimum vaille I, c'est exactement P de I. D'accord ? Donc autrement dit, on peut recomprendre l'événement sorti, le réécrire avec cette nouvelle modélisation, où à chaque voisin, on associe un taux de sortie KI. C'est ce qu'on appelle un modèle de type kinétique Monte-Carlo. Alors ça, c'est général. Pour l'instant, je n'ai pas... voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir deux modèles de Monte-Carlo cinétique. Un à petite température et puis un à grande température. D'accord ? Et nous, ce qu'on fait de manière sous-jacente, c'est qu'on simule celui qui est à grande température. Alors comment est-ce qu'on peut se ramener de ce qu'on voit à grande température par rapport à petite température ? On va avoir besoin d'estimer sur K de I. On va avoir besoin de formules pour K de I. Et c'est là où il y a l'ingrédient essentiel qui intervient dans cet algorithme, qui est une loi d'Arrhenius. On va supposer, d'accord, que K de I s'écrit sous la forme une constante fois exponentielle moins bêta, la valeur du potentiel au point cell moins la valeur du potentiel au minimum global. D'accord ? Donc en fait, on va regarder toutes ces hauteurs de barrière. D'accord ? Associé à ces hauteurs de barrière, on va dire qu'il y a un taux qui est exponentielle moins bêta à la différence d'énergie. D'accord ? Et on va dire, eh bien, en fait, à température bêta, eh bien, K de I, c'est exponentielle moins bêta V de xi moins V de x0, avec une petite constante devant qu'on ne connaît pas. Donc, état de I, il se trouve que c'est indépendant de bêta. Donc, quand on fait le rapport de ce qui se passe à haute température, enfin à basse température, LO pour low, sur ce qui se passe à haute température, eh bien, on a ces résultats-là. D'accord ? Donc, en fait, on a explicitement le rapport des taux de sortie pour chacun des points du bord entre ce qui se passe à petite température et grande température. Alors, quelle est l'idée ? C'est qu'on observe les événements sortis à haute température, d'accord ? Et en utilisant ça, eh bien, donc essentiellement, on observe des réalisations successives de ça, et on les extrapole à petite température en multipliant les taux I qu'on observe par ce rapport-là, d'accord ? Pour se ramener à des lois exponentielles avec les bons paramètres. Et qu'est-ce qui se passe ? On a le min à prendre. Donc, il y a un moment où le min devient trop grand par rapport à tout ce qu'on pourrait observer comme sortie, d'accord ? Et donc, ça ne sert à rien de continuer, d'accord ? Alors, pour ça, il y a une hypothèse qu'il faut faire, par exemple, sur la barrière minimale qu'on observe. Donc, en fait, cet algorithme-là, il est basé sur le fait que si on sait que toutes les barrières sont plus grandes que blabla, d'accord, on va être capable de donner un critère d'arrêt dans la recherche des points cell. D'accord ? Donc, c'est ça le principe de l'algorithme. Donc on peut le voir comme une méthode intelligente de recherche de points cell parce qu'on a un critère d'arrêt qu'on peut construire à partir de cette donnée qui est la valeur minimale de la hauteur V de xi moins V de x0. Alors du coup, la question mathématique sous-jacente, c'est quoi ? C'est à quel point... Enfin, est-ce qu'on peut démontrer effectivement que ce rapport-là, c'est ça ? D'accord ? Donc ça, c'est à nouveau d'analyse semi-classique, c'est à nouveau température temps vers 0. Par rapport à ce que je racontais tout à l'heure, ça consiste à faire quoi ? Eh bien, ce pi0 qu'on a décomposé sur les quasimodes sur le bord, on voudrait maintenant avoir explicitement les coefficients associés à chacun des quasimodes localisés autour de x1, x2, x3. D'accord ? Et avoir une expression pour ces coefficients. Donc là, c'est un travail, on est en train de travailler là-dessus dans un cadre général. Ce qu'on a fait avec David Aristov, c'est qu'on l'a déjà fait en dimension 1, d'accord, sur un cas super simple. Donc on a regardé juste ce problème-là, d'accord, où on a un minimum global, 2 points cell, et on a vérifié qu'effectivement,
Quand on regarde le lambda HI, donc à haute température, le produit lambda fois PI, donc ici il y a un P0 et un P1, hein, on sort soit à gauche, enfin, ou un PB, on sort soit à gauche, soit à droite. Hein. On regarde le rapport de ce qui se passe à haute température par rapport à ce qui se passe à petite température, et on trouve bien ça. Et là, vous voyez que typiquement, les erreurs qu'on attend sont plutôt en 1 sur, enfin c'est plutôt de l'ordre de température, plutôt que de l'ordre de exponentielle moins 1 sur la température. Donc on s'attend à avoir des erreurs plus importantes sur ce type d'algorithme que sur l'algorithme Hyperdynamics que j'ai présenté tout à l'heure. OK, donc la généralisation de ça en dimension grande, c'est un travail en cours avec Boris Nectou, Giacomo Di Gesù et Dorian Lepotrec. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a vu? Donc on a vu en fait 3 dynamiques, hein, par rep, parallèle réplica, hyperdynamics et puis la température accélérée. Donc, comme j'ai expliqué, hein, l'intérêt de l'algorithme parallèle réplica, c'est qu'il est très très versatile, très générique. On n'a pas supposé grand-chose, hein, à part l'existence et la connaissance de ce temps de corrélation à l'intérieur d'un domaine. En revanche, pour hyperdynamics et TAD, on a supposé successivement avoir un puits énergétique et puis avoir en fait une loi d'Arrhenius qui est vérifiée de manière sous-jacente. Donc là, il y a des hypothèses plus importantes. L'intérêt de TAD par rapport à Hyper, c'est qu'il n'y a pas ce potentiel de biais à construire. Quand on construit un potentiel de biais en pratique, ce n'est pas quelque chose de simple du tout. Donc c'est pour ça que TAD reste intéressant, même si, a priori, il a des erreurs associées qui sont plus importantes. Le deuxième message, c'est que, comme vous l'avez compris, cette distribution quasi-stationnaire, ça constitue un bon intermédiaire entre la dynamique initiale, à l'espace d'état continu, et puis une dynamique discrète sous-jacente qui sauterait d'état en état. Donc c'est typiquement ce qu'il faudrait utiliser pour paramétrer un modèle de type kinétique Monte-Carlo sous-jacent, d'accord. Et en particulier, on pourrait, un travail un peu sous-jacent à tout ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est d'essayer de justifier en fait ces modèles de type cinétique Monte-Carlo, hein, de sauts discrets en espace, hein, modèle markovien discret en espace, en utilisant la distribution quasi-stationnaire. Hein. OK. Alors, il y a plein d'autres. Je n'ai pas de métastabilité, donc il y a plein d'autres approches mathématiques. Donc, je voulais juste expliquer en quoi la distribution quasi-stationnaire elle est intéressante par rapport à d'autres approches. Bon, d'abord, il y a des approches de type grande déviation. D'accord ? À grande déviation, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Alors là, la grosse différence par rapport à. Donc ça a été utilisé à la fois théoriquement puis numériquement, j'ai donné quelques noms ici sur les deux aspects. Donc l'intérêt de la QSD, donc les grandes déviations en particulier, par exemple, vous disent que dans la limite petite température, le temps de sortie est exponentiellement distribué, vous donne aussi le temps typique de sortie comme étant exponentiel de moins bêta à la hauteur. Hein. Mais par exemple, vous ne donne pas le préfacteur. D'accord ? Donc avec la QSD, on peut espérer avoir le préfacteur dans la loi d'Arrhenius, et puis il ne vous donne pas non plus d'erreur. Donc là, on espère avoir plus un grand taux de. Donc on l'a eu pour Hyperdynamics, on espère l'avoir pour TAD en dimension grande. En dimension 1, c'est déjà fait, mais voilà. Il y a d'autres approches qui sont des approches aussi de type théorie du potentiel, qui ont été pas mal développées. Alors, un des intérêts de la QSD, c'est que c'est bien défini, alors modulo ce qu'on disait tout à l'heure, même pour des dynamiques qui ne sont pas réversibles. D'accord ? Il y a pas, dès qu'on a un spectre discret sous-jacent, on peut définir cet objet-là. Et donc, il y a un papier récent de Francis Nier qui donne un cadre, notamment pour l'Angevin. Et puis, donc, c'est aussi relié à donc ce qu'ont fait les gens sur l'analyse spectrale de l'opérateur de Fokker-Planck dans tout le domaine. Hein. Donc, il y a aussi pas mal de littérature où les gens considèrent le Fokker-Planck dans tout le domaine, mais pas donc restreint à un état métastable, et donne une sorte de hiérarchie de temps, d'accord, pour dire comment est-ce qu'on va converger vers le minimum global. Donc ces approches globales sont différentes de ce qu'on fait nous, parce que là, en fait, ce qui intéresse les gens dans cette approche-là, c'est quelle va être la cascade d'événements qui va nous emmener vers le minimum global, et une fois qu'on y sera, on n'en bougera plus. Là, ici, la température est toujours positive, donc on sort de toute façon de tout état. D'accord ? Donc c'est une approche qui est plus locale en nature, qui est de se dire, vu la température, comment est-ce que je vais sortir de mon domaine ? D'accord ? Donc voilà un peu comment c'est relié, mais on retrouve par rapport à l'analyse spectrale, évidemment, beaucoup d'outils, comme vous l'avez compris, communs. Et je termine aussi en donnant d'autres techniques qui permettent de faire répondre à la même question. Donc il y a beaucoup d'autres techniques qui permettent de simuler des trajectoires métastables. Donc là, j'en ai présenté une série, mais il y en a d'autres. Il y a
Donc typiquement, hein, quand on a un domaine A et un domaine B et qu'on veut simuler l'événement de transition de A à B, d'abord il y a deux grandes classes de techniques. Il y a des techniques où on va faire essentiellement une dynamique on va faire un gradient quelque part. Hein. Donc on va chercher le chemin qui emmène de A à B. Donc quelle est l'idée? On part d'un chemin quelconque et puis on fait descendre par exemple une corde dans le paysage d'énergie pour avoir le chemin qui permet d'aller de A à B. Donc là il y a des techniques, il y a un nudge elastic band, il y a String method. Et donc là, c'est des techniques qui ont été développées notamment par Eric van den Heijden et collaborateurs. Il y a des techniques plus globales en nature où on se dit non, mais on ne va pas avoir une seule trajectoire, on va avoir un ensemble de trajectoires. Donc on va chercher à échantillonner les trajectoires qui permettent de passer de A à B. Et là, il y a beaucoup de techniques qui sont basées sur des systèmes de particules en interaction, des systèmes de répliques en interaction où on fait évoluer les trajectoires de manière à les emmener de A vers B. Donc là, j'ai donné aussi quelques exemples. Forward free sampling, transition interface sampling, et quelque chose sur lequel on travaille en ce moment qui s'appelle adaptive multilevel splitting. Donc c'est des techniques voilà, basées sur des systèmes de particules en interaction. Il y a également des approches de type importance sampling, donc fonction d'importance, mais dans l'espace des trajectoires, basées en général sur des grandes déviations. Donc on va donner des poids aux trajectoires et essayer d'échantillonner, de favoriser l'échantillonnage en associant des poids aux trajectoires. J'ai déjà mentionné les techniques de recherche de poincelles, hein, donc basées sur cette idée qu'il suffit de comprendre tous les poincelles au bord et associés par la loi d'Arrhenius des lois exponentielles de sortie. Il y a aussi des techniques qui consistent à chercher tous les poincelles possibles, d'accord, et puis ensuite à construire un modèle cinétique sous-jacent. Donc là, il y a des techniques vraiment de recherche de poincelles, hein, j'ai donné deux noms ici. Et alors, une fois qu'on a plein de poincelles et plein d'états, on se retrouve avec un graphe qui peut être énorme, et donc du coup, on se retrouve avec des problèmes de recherche dans les graphes. D'accord? Donc là, il y a aussi toute une littérature sur comment explorer rapidement un graphe une fois qu'on a trouvé, tous ces poincelles et tous ces minima. Et enfin, un dernier point que je voudrais mentionner, qui est plus statistique, il y a aussi des gens qui se disent, imaginons qu'on ait réussi à avoir une très longue trajectoire, comment est-ce qu'on va en déduire ma fonction grand S, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les états métastables. Donc ça, c'est des problèmes de stats plutôt, hein, des problèmes de clustering. On essaye d'identifier où est-ce qu'on reste coincé à partir d'une longue simulation. Et ça, là, je pense qu'il y a des interactions possibles avec les stats qui ne sont peut-être pas assez développées pour essayer d'exploiter des données qui deviennent en très grande dimension. On arrive à faire des très longues trajectoires, mais pourquoi faire? Donc là, il y a des choses sans doute à faire pour aller vers ça. Et je termine en donnant quelques références. Et en particulier, j'ai récemment écrit un petit article de revue sur les dynamiques accélérées, donc qui reprend essentiellement ce que j'ai raconté ici, et donc qui permet d'avoir peut-être une version plus complète. Voilà, je vous remercie pour votre attention.